Donc merci à toutes et tous, mais surtout toutes, vu la composition quasi exclusivement féminine de la salle, de m'avoir rejoint pour ce nouveau webinar. On avait fait un premier webinar déjà le mois dernier, où on avait vraiment posé les bases du content marketing, on avait répondu aux questions essentielles lorsqu'on veut initier une stratégie de contenu dans son entreprise, les questions du pourquoi, comment faire du contenu, où, quand, à qui on s'adresse, à quelle fréquence on publie, etc. Euh, donc on avait déjà un peu brossé le panorama complet pour celles qui étaient présentes sur ce premier webinar. Là, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avec un contenu, un déroulé de contenu qui m'a été un petit peu demandé, puisque j'avais soumis à la question les participantes du webinaire précédent. Je leur avais demandé un petit peu quel sujet elles avaient envie que nous traitions ensemble. Et il m'a été demandé ce sujet, comment faire pour créer des contenus de qualité. Parce que effectivement, la qualité du contenu, ça devient un enjeu primordial en content marketing, à mesure que de plus en plus d'entreprises s'emparent du sujet. Si sur un secteur, il y a maintenant 4, 5, 10, 20, 25 ou 50 entreprises qui publient du contenu, là où il y a quelques années, il n'y en avait que 2 ou 3, évidemment, vous comprenez bien que sur chaque contenu que vous publiez, vous entrez en concurrence frontale avec de nombreux autres contenus, et vous avez besoin de produire du contenu qui va être de plus en plus qualitatif. Mais commençons par le début. Je vais vous mettre un petit peu à contribution par le biais du chat qui est en bas de votre écran. Selon vous, c'est quoi un contenu de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle beaucoup de produire du contenu de qualité. C'est très bien, mais ça veut dire quoi, un contenu de qualité, à votre avis? Je vous invite à donner la réponse dans la zone de chat qui est en bas de l'écran. Et comme dirait ce fameux personnage d'Astérix et Obélix joué par Édouard Baird, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à cette question. Question qui vous inspire, hein, je vois que vous réagissez promptement sur le chat. On a récupéré Cindy. Bonjour. Avec le son, ça va être mieux, Cindy, tu vas voir. Donc on était sur le premier chat time. Cindy, t'as pas raté grand-chose, hein, juste le petit propos introductif. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est aujourd'hui de produire un contenu de qualité. Donc la première question, pour vous, peut-être que vous produisez déjà du contenu, ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir à l'idée d'en produire. Et qu'est-ce que c'est pour vous, selon vous, un contenu de qualité? Vous définiriez ça comment? Donc Victoria nous répond un contenu qui apporte de l'information et répond aux questions et besoins des cibles. Ça me paraît un bon début pour une première réponse. Alors voilà, si vous savez déjà tout ça, on n'a même plus besoin de faire un webinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut apporter la contribution à la question? Sinon, je continue. Bah, effectivement, Victoria, c'est une bonne réponse que vous donnez. Alors, ne vous inquiétez pas, généralement, je vous vois en début de webinaire et au bout de 20-25 minutes, je tutoie tout le monde, hein. Je vous dis tout de suite, hein, ne soyez pas effarouchés si c'est le cas. Donc, un contenu qui apporte de l'information et répond aux questions et besoins des clients cibles. C'est tout à fait juste. On verra tout à l'heure que le contenu part de toute façon toujours des clients cibles. Je vous expliquerai comment le faire et pourquoi le faire. Donc moi j'ai répertorié trois caractéristiques d'un contenu de qualité. Caractéristiques qui peuvent être communes, c'est-à-dire un contenu peut avoir ces trois caractéristiques, ou elles peuvent être plus ou moins présentes selon le type de contenu et le besoin auquel on va avoir à répondre avec le contenu qu'on publie. Un contenu de qualité, c'est effectivement un contenu qui éclaire les clients cibles. Donc c'est ce que dit Victoria, qui leur apporte de l'information utile, qui répond à des questions qu'ils se posent, qui les aide à surmonter des problèmes, des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien dans leur activité. C'est aussi, puisqu'on est dans une logique de content marketing, où on va chercher aussi à obtenir des résultats avec le contenu, parce qu'on publie certes du contenu pour éclairer ses clients cibles, mais on produit aussi du contenu pour, in fine, alimenter la dynamique commerciale de son entreprise, et aussi quelquefois pour la faire gagner en notoriété. Donc le contenu de qualité, c'est un contenu qui va générer du trafic, parce que si vous faites du formidable contenu mais que personne ne le voit, ce contenu ne vous est pas, à proprement parler, extrêmement profitable.
Donc un bon contenu, c'est un contenu qui va générer du trafic, qui va faire en sorte que vous ayez des visites sur votre site web. C'est également, si on se place dans une logique un peu inbound marketing, où on va vouloir utiliser le contenu pour alimenter sa dynamique commerciale, générer des leads et des opportunités d'affaires pour les commerciaux, c'est donc un contenu qui convertit, un contenu qui va permettre de convertir. C'est-à-dire, lorsque vous allez publier un article, vous allez émailler ces articles de blog que vous publiez sur votre site web de call to action qui vont mener vers des pages d'atterrissage pour télécharger un contenu premium, un lead magnet qui va apporter de la valeur à vos visiteurs. Donc un contenu de qualité, c'est tout ça. Mais selon l'objectif qu'on vise, on sera plus ou moins focalisé sur l'un ou l'autre aspect. Si par exemple vous faites un contenu qui va s'adresser à des gens qui sont déjà un peu dans vos pipelines commerciaux pour les convaincre d'acheter, bah, vous avez moins besoin de générer du trafic parce qu'ils sont déjà ils sont déjà dans vos bases de données et vous allez leur envoyer un contenu qui va, plutôt que de servir à générer du trafic supplémentaire, qui va servir à convertir le trafic existant. Donc j'avance pour que c'est assez clair pour tout le monde. J'ai quelques axiomes un peu à la maître Yoda, je me suis un peu amusé. Donc selon tes objectifs, du contenu différent tu produiras. Effectivement, le petit sous-titre, hein, j'avais communiqué sur ce webinaire un peu sur l'idée de la recette du contenu de qualité. Donc un petit sous-titre, je vous ai mis, on ne sert pas la même chose pour l'entrée, le plat et le dessert. Toujours dans la veine culinaire, est-ce que vous aimez le tofu? Oui, évidemment, hein, il y a une intention derrière, hein, la question n'est pas gratuite, hein. Vous avez le droit de répondre dans le chat time, dans la zone de chat en bas de l'écran. Question purement rhétorique, hein, parce qu'à vrai dire, on s'en fiche un petit peu hein, que vous aimiez le tofu, c'est pas un scoop hein, que je vous donne. Cindy nous dit oui. Ok. Donc, j'ai pas prévu de vous donner une recette à base de tofu avant la fin du webinaire. Tout le monde aime le tofu. Ah, c'est l'avantage d'avoir un public féminin dans le webinaire, hein, parce que je pense que si j'avais eu des gars, le tofu, ça remplace pas un vrai steak. Hein. Ok. Donc pourquoi j'ai posé cette question? Parce que le tofu, en marketing, on le retrouve dans le tunnel tofu, mofu, bofu. Outre son nom amusant, c'est un tunnel de conversion qui est assez intéressant. Donc tofu, ça veut dire top of the funnel, c'est-à-dire le haut du tunnel de conversion. Mofu, évidemment, c'est le milieu, middle, et bofu, le bottom, donc le bas du tunnel. Donc en fonction de l'endroit où nos prospects vont se trouver dans ce tunnel de conversion tofu, bofu, mofu, c'est amusant hein, quand on le dit. Alors, on va publier des contenus qui vont être différents et qui vont avoir des objectifs radicalement différents. Lorsqu'on a un prospect qui est froid, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel on va initier finalement le premier contact, eh bien, il ne nous connaît pas, il n'a pas forcément d'appétence pour l'offre ou le produit ou le service que l'on propose. Donc on va publier des contenus qui, pour rejoindre la définition que donnait Victoria tout à l'heure, apportent de l'information et répondent à des questions besoins des cibles. L'objectif ici, c'est d'aider ces prospects froids à prendre conscience de leurs problématiques. Donc là, ce sont des prospects avec lesquels on n'a pas initié de contact, donc effectivement, il y a une notion d'attraction. On va vouloir les attirer vers notre site web. Donc on produira essentiellement à ce niveau-là des articles SEO friendly, et puis on fera en sorte de trouver un certain nombre de points de contact entre ces articles hein, qu'on aura publiés qui répondront aux problématiques de nos clients cibles, et puis ces mêmes clients cibles. Donc par exemple, on travaillera sur la diffusion social média des contenus pour faire en sorte eh bien, que les clients cibles que l'on a identifiés viennent visiter notre site web. On est maintenant au milieu du tunnel, donc dans la partie Bofu. L'objectif va être un petit peu différent. On a des gens qui sont maintenant arrivés sur le site web. Et là, ce que l'on veut faire maintenant qu'ils sont sur le site, c'est se donner des opportunités de poursuivre la conversation. Je n'ai pas forcément les chiffres exacts en tête, mais sachez que sur une base 100% de visiteurs du site web,
Vous en avez peut-être 1% qui achètent lorsqu'ils visitent le site, qui souscrivent à une offre ou qui achètent quelque chose en ligne selon l'activité que vous avez. Vous en avez 90-95% qui partent sans que vous ayez, sans avoir demandé leur reste, dont vous pouvez pas faire grand chose puisqu'ils ne vous ont pas laissé d'informations de contact. Et l'objectif, évidemment, c'est de trouver une voie médiane entre ceux qui quittent sans avoir procédé à l'achat et, euh, et ceux qui font un achat. Il y a aussi toute une partie que vous allez chercher, un maximum possible, que vous allez chercher à conserver, donc à convertir en leads, c'est-à-dire récupérer leurs informations de contact et un minimum d'informations utiles pour pouvoir continuer la conversation marketing avec eux. Parce que s'ils partent, ils sont perdus pour jamais ou presque, à moins que vous ayez derrière des pixels de retargeting ou des choses comme ça pour aller les récupérer. Le retargeting, c'est ces publicités ciblées qu'on va diffuser euh, sur, sur des sites tiers ou sur les médias sociaux, par exemple, pour faire revenir quelqu'un qui est venu sur le site web sans avoir laissé d'informations de contact. Mais l'objectif en milieu de funnel, c'est effectivement de convertir ces visiteurs en leads, donc récupérer leurs informations de contact. Donc pour ça, il faut qu'on ait du contenu de qualité, des articles qui soient qualitatifs pour qu'ils aient envie de rester un bon moment sur la page et pour qu'ils aient un maximum de chances d'aller cliquer sur le call to action, de laisser des informations de contact sur une landing page. Et pour ça, en contrepartie, on va leur proposer des contenus comme, par exemple, des lead magnets, un livre blanc, un e-book, un kit pratique. Par exemple, proposer des webinars aussi, puisque là, je propose des webinars, vous vous inscrivez, je récupère aussi, je explique un peu toute la mécanique du truc. Je récupère évidemment des informations de contact, puisque vous donnez votre adresse email lorsque vous vous inscrivez. Donc ça me permet après de vous inscrire dans la boucle des contenus que j'envoie par email. Donc je peux continuer de cette façon la conversation marketing avec vous. Lorsqu'on est sur le bas du funnel, donc la partie BOFU qui est en bas, je suis en train de montrer mon écran, ça sert absolument à rien en fait, à part à moi. Là, il s'agit de convertir les leads en clients. Donc là, vous allez plutôt proposer des contenus qui sont orientés euh, davantage sur votre solution. C'est le seul moment où vous allez pouvoir le faire, parce que le reste du temps, ça n'a à peu près absolument aucun intérêt de parler de votre solution dans 99% des cas. On y revient dans les étapes suivantes. Donc pour rejoindre de nouveau ce que nous disait avec beaucoup de justesse Victoria tout à l'heure, de ton client cible, toujours tu partiras. Le client est roi avec le petit jeu de mots sur roi et ROI, donc il ne peut pas y avoir de retour sur investissement en contenu si on ne s'adresse pas aux problématiques de son client, sinon on tape à côté. Alors, si vous vendez des croquettes pour chat et que vous créez du contenu pour les propriétaires de chiens, vous avez tout faux et vous n'allez jamais rien vendre. L'exemple est caricatural, évidemment, mais c'est pour vous donner quelque chose d'assez éclairant. Alors pourquoi il faut absolument partir du client? Parce que, comme je le disais, dans 99% des cas, votre client cible n'en a rien à faire de votre communication de marque. Si vous voulez acheter un réfrigérateur, vous en fichez de ce que raconte Fagor ou je ne sais quelques marques de réfrigérateurs. Ce que vous voulez savoir, c'est à quelle température il rafraîchit, comment il marche, où vous pouvez le brancher, s'il va éventuellement s'encastrer là où vous avez la place pour mettre votre frigo dans votre cuisine. Donc la communication de marque, la plupart du temps, les gens n'ont rien à faire, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils se fichent de savoir que vous organisez une soirée choucroute le samedi soir après le confinement. Ils s'en fichent aussi de connaître votre produit, votre service ou votre offre. Dans un premier temps, c'est pas ça qui les intéresse. La preuve, vous avez le droit de répondre à cette question dans le chat time, dans la zone de chat. Si je vous avais dit ce matin, on va se réunir tous ensemble à 11 heures et pendant 1 heure, je vais vous présenter ma super offre d'accompagnement en content marketing. Voilà, je vous dirais, voilà, je suis Cédric Cagnard, donc ma petite entreprise Content pour vous accompagne les gens, accompagne les marketeurs dans la construction de leur offre. Enfin, vous vous emmerdez déjà. Vous n'avez pas envie d'entendre ça, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce que vous avez envie d'entendre et ce pourquoi vous êtes là, c'est savoir comment on produit des contenus de qualité. Parce que ça,
ça correspond à une problématique que vous avez. Vous avez envie de produire des contenus de qualité parce que c'est bon pour la notoriété de votre marque, ça va vous permettre d'attirer des clients cibles sur votre site et d'éventuellement les convertir. Donc ce qui vous intéresse, c'est ça. C'est pas je suis content pour vous, blablabla, j'ai fait des études de ci, de ça, voilà ce que je fais. Ça, dans un premier temps, ça vous intéresse pas. Ça vous intéressera peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur l'élaboration ou l'amélioration de votre stratégie de contenu. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas là pour ça, donc je ne vais pas le faire. Et ce sera pareil pour vous. Si je suis un internaute qui a des difficultés en mathématiques, je vais sur Google et je veux trouver la réponse à 4 plus 4, j'ai pas envie j'ai pas envie que pour répondre à cette question, on me vante les mérites d'une calculatrice dernier cri. Ça n'a aucun intérêt. Je veux juste savoir que 4 plus 4, ça fait 8. J'ai pas besoin qu'on me dise que la calculatrice Casio ou Texas Instruments fait des calculs super pointus. Ça, je m'en fiche. Donc, vous comprenez bien que la réponse aux problématiques clients, c'est la première chose à faire lorsqu'on va vouloir mettre en place sa stratégie de contenu. Comment maintenant trouver des idées de contenu qui correspondent à son business? Donc on a dit, on va toujours partir des problématiques de son client cible. Après, il y a plusieurs méthodes qui vont permettre de trouver des idées de contenu. J'en ai développé une dizaine dans un article que j'ai publié il y a quelques mois. Je pourrais vous le repartager, n'hésitez pas à me le demander en chat ou par email à la suite du webinaire. Donc l'importance des personas, on l'a dit, la méthode des bailleurs personas, je l'ai évoqué un petit peu lors du premier webinaire. Je ne vais pas revenir sur cette méthode aujourd'hui parce que si je devais développer toute la méthode des bailleurs personas, il faudrait y consacrer un webinaire complet. L'idée, en tout cas, sur cette étape-là, c'est de prendre un panel de clients, de bons clients que vous avez, de les identifier, d'identifier à travers des entretiens qualitatifs, hein, idéalement, les problématiques de ces clients cibles. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, qui sont évidemment en relation avec votre offre ou votre produit. Ces problématiques-là, ça va être la matière première que vous allez utiliser lorsque vous produisez du contenu. Une fois que vous avez identifié ces problématiques, vous allez en faire des topics, c'est-à-dire des sujets, des idées de sujets pour les contenus que vous allez publier dans les semaines, mois qui suivent. Donc vous avez détecté un certain nombre de problématiques chez vos clients cibles. Vous allez essayer un petit peu de les étirer, de les étendre, de trouver des problématiques annexes par capillarité. Par exemple, vous avez une problématique qui est celle de produire du contenu. Je présume que vous l'avez parce que sinon vous ne participeriez pas au webinaire. C'est assez facile de se douter que ça c'est une question, quelque chose que vous aimeriez résoudre. Donc à partir de cette problématique, content marketing, produire du contenu, on peut trouver un certain nombre d'idées de sujets par capillarité. Par exemple, ça va être les idées de sujets, clairement. Pourquoi créer du contenu? Comment créer du contenu? Qui peut créer du contenu avec vous? Comment créer un article de blog? Comment créer un lead magnet? Comment créer un pratique? Comment créer un podcast? Donc voilà, là, on peut décliner sur toutes les formes de contenu euh, qui existent. Qu'est-ce qu'un bon contenu? Quelle est la recette pour produire un bon contenu? Bon, vous voyez, à partir d'un sujet central, par capillarité, vous allez pouvoir en trouver 10, 20, 30, 40 en fonction du sujet que vous traitez. Toujours évidemment en gardant en tête l'idée de répondre aux problématiques des clients cibles. Bon, j'ai un certain nombre de techniques que j'utilise alternativement pour trouver des idées de contenu et dont vous pouvez éventuellement vous inspirer. Il y a la technique de la mind map, hein, vous connaissez, je pense, toutes ce type d'outil pour créer une carte mentale par capillarité, comme je vous l'ai dit. On met une idée centrale et puis après on la décline. Par exemple, content marketing, on va décliner euh, les, les outils, les types de contenus, etc., que je vous l'ai dit avant. On peut créer aussi ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire que là, on raisonne de façon un petit peu... au lieu de raisonner par capillarité comme sur la mind map, là, on raisonne de façon chronologique, en se disant, voilà, mon client, lorsqu'il a un besoin, la première question qui se pose,
Heu, c'est celle-ci. Par exemple, pour le content marketing, il en a entendu parler, mais il sait pas bien ce que c'est. Il va se dire: «Qu'est-ce que c'est que le content marketing?» Après, dans un 2e temps, il va se dire: «Pourquoi, j'aurais, intérêt à faire du content marketing dans mon entreprise?» Après, une fois qu'il a, des réponses à cette question «Pourquoi?», il va se dire: «OK, le content marketing, c'est intéressant, pour moi, mais comment je fais, concrètement? Comment je fais pour me lancer? Par quoi il faut commencer?» Et donc comme ça, petit à petit, en allant, dans cet ordre chronologique, vous allez pouvoir, décliner, les, problématiques de votre client. Ce qui est intéressant avec cette méthode du storyboard, c'est que vous déclinez les problématiques de votre client dans l'ordre, de votre client cible dans l'ordre. Donc quand vous voulez, produire, du contenu, bah, c'est pas mal pour mettre en place votre calendrier éditorial, puisque, vous avez déjà les problématiques qui sont dans un ordre chronologique, donc ça peut être intéressant de publier une série d'articles dans le même ordre. Évidemment, quelque chose qu'on devrait faire systématiquement tous les uns et les autres, c'est, noter, toutes les questions que se posent les prospects, ou les clients. Alors moi, je travaille tout seul, donc quand vous me posez, des questions, si vous allez me poser des questions complémentaires, à la suite, de la présentation d'aujourd'hui, par exemple, je vais me les noter, ça va être des opportunités d'articles ou, de webinaires futurs que je pourrais vous proposer. Évidemment, si vous êtes dans un service marketing, en entreprise, vous êtes peut-être pas tous les jours, en contact direct avec les clients. Mais par contre, certaines personnes dans l'entreprise le sont, ce sont vos commerciaux, qui eux, bah, soit dans le cadre d'actions de prospection téléphonique ou d'actions de prospection de rendez-vous clients sur le terrain, sont en contact permanent avec des prospects des clients. Donc ce que je recommande évidemment, hein, si on veut faire du contenu correctement dans une structure, un petit peu plus importante, c'est que vous ayez, des briefings, des brainstorming régulièrement avec vos équipes commerciales et que, vous fassiez en sorte que les commerciaux vous remontent les, questions qui ont été posées et qui reviennent le plus régulièrement, chez les prospects, chez les clients. Enfin, même pas celles qui reviennent le plus régulièrement, en fait, ils devraient vous les remonter toutes et après, c'est, à vous de trier par ordre de priorité ce qui est le plus important à traiter en termes de contenu. Une autre façon de trouver du contenu, des idées de contenu, c'est d'espionner ce que font les concurrents. Il existe un certain nombre d'outils, pour, faire cela, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça implique de connaître, hein, parfaitement qui sont les concurrents sur votre secteur. A priori, si vous êtes en poste en service marketing, ce serait quand même malheureux que vous ne connaissiez pas qui sont vos concurrents. Mettre en place une veille marketing. Il existe un certain nombre d'outils de veille dans laquelle vous pouvez, récupérer, stocker, des, contenus qui sont intéressants, que vous allez pouvoir, réutiliser, réinvestir à votre façon évidemment. J'utilise par exemple un outil qui s'appelle Feedly, qui vous permet de créer, selon, différents champs de connaissances que vous avez envie d'explorer, de tableaux de bord de récapitulatif des articles sortis. Donc vous enregistrez, dedans, dans chaque feed les, sites, qui vous intéressent et lorsque vous allez sur Feedly, eh bien vous avez, tout le fil des articles qui sont parus. Par exemple, si vous êtes intéressé par le content marketing, vous faites un fil content marketing, enregistrez les sites qui vous intéressent, hein, par exemple, contentpourvous.fr au hasard, ou d'autres sites, le site de Stéphane Truffem, le site de Plaisir. Je cite les sites de mes amis et les sites des gens avec lesquels je travaille, hein, un peu de parti pris. Mais de cette façon-là, vous avez systématiquement à votre disposition les articles qui existent et qui sont parus sur le contenu. Donc ça vous permet, de les réinvestir lorsque vous, préparez votre calendrier éditorial ou lorsque vous allez créer de nouveaux contenus. Lorsque vous créez déjà du contenu, par vous-même, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'indications sur la façon dont les, visiteurs interagissent avec les contenus. Ces façons, de le faire, ce sont, les analytics, hein, et les outils de suivi de performance. Par exemple, Google Analytics ou Google Search Console pour citer, que les, outils, gratuits, proposés par Google, vous donnent un certain nombre d'indications sur la façon dont les gens interagissent avec les contenus. Par exemple, sur la Google Search Console, vous pouvez voir quelles sont les requêtes que tapent les internautes pour aller, chercher et arriver sur votre contenu. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quelquefois, vous vous rendez compte qu'ils tapent des requêtes qui ne sont pas, celles pour lesquelles vous aviez préalablement cherché à vous positionner.
Vous avez un article sur un sujet, par exemple, si vous faites un article, moi, si je fais un article «Qu'est-ce que le content marketing?» et que je vais regarder sur la Google Search Console comment les gens arrivent sur cet article-là, et ben peut-être que je me rends compte qu'ils sont arrivés en tapant la requête «Pourquoi faire du content marketing?» Or, je vais peut-être me dire, du coup, si je constate cela, ça peut être intéressant de faire un article supplémentaire, un article dédié à cette question-là, et d'intituler cet article «Pourquoi faire du content marketing?» Donc ça vous donne une idée d'article supplémentaire. Ou alors, autre possibilité aussi, je peux me dire, si je vois ça, qui peut être intéressant dans l'article existant, de rajouter un paragraphe, une section supplémentaire. Pourquoi faire du content marketing si elle n'existe pas déjà, évidemment, dans le contenu de départ. Suivante, pour trouver des idées, suivre et anticiper les tendances. Parce qu'on a souvent tendance justement, lorsqu'on fait du contenu, à se baser beaucoup sur l'espionnage des concurrents. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut absolument le faire, parce que il faut savoir avec qui on est en concurrence, et pour savoir comment se démarquer de ses concurrents, ah bah, il faut les connaître, il faut savoir ce qu'ils font. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est d'être quelquefois sur votre sujet un précurseur en termes de contenu. Donc vous devez suivre de très près les tendances, voire les anticiper. Comment on fait ça? Alors sur certains sujets comme le content marketing par exemple, je suis désolé si j'utilise beaucoup cet exemple, je parle de ce que je connais le mieux, hein. Mais sur le content marketing, on se rend compte que c'est une discipline qui vient quand même essentiellement, qui est essentiellement alimentée par des blogueurs et influenceurs anglo-saxons. Donc si vous voulez anticiper les tendances en France, vous avez tout intérêt à regarder ce qui se fait aux États-Unis. Pourquoi les articles américains sont meilleurs sur ce sujet? Bah, tout simplement parce que, vu le nombre d'articles qui sont publiés, la concurrence est beaucoup plus rude, et pour arriver en première page Google sur le marché US, vous avez besoin de faire un contenu qui va être beaucoup plus qualitatif que ce dont vous avez besoin pour arriver en première page sur le marché français. Donc c'est un bon moyen d'anticiper des tendances. Il y a des outils aussi pour ça. Pour l'anticipation des tendances, il y a Google Trends que vous pouvez utiliser pour voir un petit peu les tendances des mots-clés, voir si le mot-clé que vous aviez éventuellement ciblé est plutôt en train de monter ou en train de descendre. Vous pouvez comparer aussi avec Google Trends différents mots-clés pour voir un petit peu la courbe des tendances, si elle s'inverse par exemple entre deux mots-clés, s'il y a plutôt intérêt à parler de l'un ou de l'autre, ou à utiliser l'un ou l'autre dans votre stratégie de contenu. Et il y a un outil aussi qui est bien pratique pour ça, c'est aussi un outil américain, je suis pas sûr qu'il y ait d'équivalent en France. C'est un outil qui a été développé par Brian Dean, qui est le CEO du site Backlinko, un très bon site américain sur les questions de marketing digital, d'excellents articles, souvent très longs, très complets, très intéressants. Et il a développé un outil qui s'appelle Exploding Topics. Donc cet outil qui est basé sur de la data science et de l'intelligence artificielle, il permet de détecter les sujets qui vont faire le buzz dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, il couvre pas tous les champs d'activité. Donc si vous avez une activité qui est très spécifique, vous y trouverez peut-être pas votre bonheur, mais sur certains champs d'activité, vous pouvez trouver un peu des pépites, des sujets qui sont en train de monter, donc et qui sont pas encore arrivés complètement à maturité, mais qui peut justement être intéressant de traiter, de faire partie des premières personnes à traiter le sujet. L'intérêt, c'est évidemment d'aller vous positionner très bien sur ce sujet, de prendre la main avec un bon article, et de se positionner très rapidement parmi les 2-3 premiers résultats de recherche sur Google. Autre piste, pratiquer le newsjacking. Je vais expliquer ce que c'est le newsjacking hein, de manière aussi simple que possible. Quelquefois, on est un peu en panne d'inspiration lorsqu'on veut produire des contenus. Ça arrive, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Le newsjacking, c'est l'idée soit de pouvoir réagir à une actualité brûlante. Par exemple, si vous aviez
Bon, le newsjacking, vous en avez vu plein ces derniers temps. Avec la crise du Covid-19, vous avez eu des tas d'entreprises qui ont publié des contenus liés au Covid-19. Comment faire du télétravail à l'ère du Covid-19, comment gérer l'après-crise, comment continuer à générer des leads pour votre entreprise pendant la crise sanitaire et le confinement. Donc ça, c'est du newsjacking. Bah là, sur le Covid-19, j'ai envie de dire, arrêtez, parce qu'on n'en peut plus de voir des contenus là-dessus, mais on peut faire du newsjacking de façon différente aussi. On peut le faire en rebondissant sur une actualité, mais on peut le faire sur une actualité programmée. Je m'explique, par exemple, il y a quelques semaines, il y a la saison 4 pour les amateurs de séries de La Casa des Papel qui est sortie. Vous auriez très bien pu vous dire, pour début avril, au moment où c'est sorti, lorsque vous prépariez vos contenus, par exemple en mars, vous auriez pu vous dire, pour le mois d'avril, pour la sortie de la 4e saison de la série, je vais faire un article sur autour de ce sujet-là. Évidemment, vous faites pas des articles sur les séries, parce que vous vendez pas des séries, vous n'êtes pas Netflix. Mais par exemple, on peut faire quelque chose, du point de vue du content marketing, quelque chose comme comment planifier son contenu, comme El Professeur dans La Casa del Papel, par exemple. Hein. Après, à vous de trouver des idées amusantes ou intéressantes là-dessus. Si vous faites du conseil en management, par exemple, et qu'il y a une Coupe du Monde de football, à ce moment-là, vous pouvez faire quelque chose, un article du genre quelles leçons de management pouvez-vous tirer du coaching de Didier Deschamps. Ah, vous voyez, ce sont des idées de newsjacking programmées. Donc vous pouvez les anticiper à l'avance. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez déjà les mettre en amont dans votre calendrier éditorial. Et puis évidemment, l'une des possibilités qui est sans doute une des plus puissantes hein, en marketing de contenu, mais qu'on ignore souvent, on la met trop souvent de côté, c'est de demander directement à votre audience quel contenu elle a envie, de quoi elle a envie que vous parliez. C'est par exemple ce que j'ai fait sur ce webinaire-là. J'ai demandé, lorsqu'on a un peu débriefé le premier webinaire, j'ai demandé aux participantes de me dire s'il y avait des sujets qui les intéressaient et sur lesquels elles avaient envie de me voir prendre la parole. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Cindy qui a réclamé un sujet sur comment trouver des idées de contenu. Donc voilà 10, je sais pas s'il y en a 10, hein, je crois qu'il y en a 9, mais voilà quelques pistes pour trouver des idées de contenu pour votre stratégie. Après, ces idées de contenu, évidemment, on va les valider en fonction des objectifs qu'on a mis sur la table. Donc si l'objectif, c'est un objectif de notoriété et de génération de trafic, on va chercher à valider le potentiel SEO. Est-ce qu'elles ont un potentiel SEO, un potentiel en termes de référencement naturel? Est-ce que ces idées de contenu, elles vont permettre de générer des leads? Est-ce qu'elles sont de nature à inciter les visiteurs à continuer la conversation marketing? Est-ce qu'elles vont servir à la construction de la marque, c'est-à-dire à la fois la notoriété, à la construction de la marque sur les réseaux sociaux, et éventuellement aussi servir à mes commerciaux dans une logique de social selling sur LinkedIn, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent mobiliser ces contenus que j'écris pour convaincre, donc en bottom of the funnel, hein, le beau foot tout à l'heure, pour convaincre un prospect relativement mature de passer à l'action? Là, on va entrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai conçu justement la présentation d'aujourd'hui de manière très progressif pour qu'on arrive à la recette de la création de contenu. Je vous détaillerai dans la dernière partie la façon dont moi je crée mes contenus avec les outils que j'utilise et les étapes que je mets en œuvre pour créer un contenu. Donc si notre premier objectif est la génération de trafic, on vient de commencer, ou alors on a un site qui génère peu de trafic, on se lance en inbound marketing et on a besoin de trafic pour pouvoir lancer notre dynamique. Donc, comment on va faire pour créer des contenus optimisés pour le SEO? Donc arriver en première page Google et idéalement dans les 3 premiers résultats de recherche hein, qui génèrent à eux seuls entre 60 et 75% des clics. Donc arriver sur les 3 premiers résultats de Google, c'est un peu comme obtenir l'étoile Michelin pour un restaurateur. Hein. C'est ce que je vous ai indiqué ici.
Donc que veut Google? Parce que si on veut être en première page et parmi les meilleurs résultats sur Google, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il attend en fait de vous? Donc l'obsession de Google, c'est d'offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de recherche possible. Parce que Google tient ses parts de marché, bon, ils sont pas terriblement menacés, hein. Il existe d'autres moteurs de recherche comme Bing ou Yahoo Search, des moteurs de recherche à vocation écologique comme Ecosia ou Lilo, mais bon, Google c'est quand même plus de 90% du marché allègrement hein, sur la recherche. Donc ils veulent continuer à offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de recherche possible. Donc meilleure expérience de recherche possible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut définir. Je vais vous inviter à participer un peu, ça fait un peu longtemps que je ne vous ai pas fait travailler, et puis comme je vous entends pas, je vois juste vos petites icônes, je ne sais pas si vous êtes endormi ou pas depuis le début. Donc vous, quand vous faites une recherche sur Google, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de Google? Si vous faites une recherche, eh bien, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie d'en tirer? Alors ça répond, je me remonte sur le chat. Roselyne et Laura sont au taquet. Donc une réponse immédiate, hein, nous dit Laura. Et Roselyne nous dit... C'est bien Roselyne? Oui, j'ai peur d'avoir écorché votre prénom depuis le début, mais non, c'est bien ça. Ah bah tiens, David est là. Bonjour David, je t'avais pas vu. David, je tutoie tout de suite parce qu'on se connaît. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc oui, vous avez toutes et tous raison. Ah, c'est pas le même David en fait. Donc vos réponses sont excellentes. Trouvez effectivement la meilleure réponse à ma recherche en un seul clic. Faire en sorte que cette réponse soit aussi immédiate. Et David nous dit trouver un panel de réponses représentatives à sa requête. Alors moi je dirais effectivement, je rejoins plutôt celle qui nous disait que ce que veut l'utilisateur quand il va sur Google, c'est de trouver la meilleure réponse à sa requête le plus vite possible. Cette meilleure réponse, ça peut être un texte, un article, mais ça peut être autre chose. Parce que si vous recherchez la réponse à 4+4, ce dont vous avez besoin, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, pas d'un texte sur la dernière Casio, mais vous avez besoin d'une calculatrice en ligne, vous n'avez pas besoin de texte. Donc trouver la meilleure réponse à sa requête le plus vite possible. Donc bah, comment fonctionne Google? Bah, ça, ça va pas être un scoop. Hein. Google te laisse la réponse par ordre décroissant, en commençant par ce qu'il considère être la meilleure réponse selon son algorithme. Alors maintenant, voilà, je vous laisse un peu de temps, hein, c'est la dissertation de philo du bac, hein, comme il n'y aura pas d'épreuve du bac cette année, je vous fais travailler un peu. Puis le bac pour certains et certaines, c'est peut-être un peu lointain. Alors du coup, maintenant qu'on a dit ça, on a compris ce que veut Google, on sait ce que recherche l'utilisateur. Donc un contenu SEO friendly, un contenu optimisé SEO, c'est quoi? 4 heures, je vais faire une sieste. Vraiment, quand j'ai mis des tas de bêtises dans ce déroulé, hein, quand je l'ai préparé hier. Je l'ai préparé hier, mais je sais, hein. C'est pas glorieux. Depuis le temps que j'ai annoncé le webinar, j'aurais pu le préparer plus tôt. Ah, fais-moi les malins, là, hein. Oh, je plaisante. Un contenu pertinent, assez long et qui comporte des mots-clés, nous dit Cindy. C'est vrai pour partie, on va dire. Donc c'est vrai, surtout pour la première partie, Cindy, mais tout ce que tu dis dans ta réponse n'est pas essentiel.
Un contenu qui sera identifié comme répondant à un type de requête. C'est intéressant aussi ce que dit David, surtout que David, je sais quelle est ton activité, donc je comprends que tu donnes cette réponse. Laura est en train aussi de donner sa réponse, j'en profite pour me reposer un petit peu la voix, parce qu'on parle beaucoup, enfin je parle beaucoup, vous écoutez beaucoup. J'entends que mon fils est réveillé, le petit dernier. Si vous entendez des sons d'enfants, c'est parfaitement normal, hein, vous ne rêvez pas. Laura, ça fait 5 minutes qu'on attend sa réponse pour nous dire je passe mon tour. Franchement, c'est pas bien sérieux. Ok, alors j'avance la réponse, je vais vous la donner. Vous avez d'assez bonnes intuitions, comme l'a dit Cindy, un contenu pertinent, donc un contenu SEO friendly, c'est un contenu qui répond de la meilleure manière possible à l'intention de recherche de votre client cible. Je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple de la calculatrice en ligne quand vous cherchez 4 plus 4, il ne veut pas un texte, il veut une calculatrice en ligne. Pour certains types de requêtes, quand on dit répondre de la meilleure manière possible, c'est donc pas forcément un texte. Donc je taquinais un peu David, parce que je sais, David, que ton travail, c'est de faire de la vidéo en motion design. Donc la meilleure réponse, ça peut quelquefois être une vidéo, ça peut quelquefois être une infographie, ça peut évidemment à un certain moment être un texte. Mais un contenu SEO friendly, donc c'est le contenu qui répond de la meilleure manière possible à l'intention de recherche de votre client cible. Ça veut dire que vous avez besoin, on reboucle la boucle avec ce qu'on a dit dans le début du webinaire, de, euh, de reboucler ça avec vos personas et leurs problématiques de départ, comprendre quelles sont leurs problématiques, et dans la façon dont vous faites vos personas, vous avez aussi besoin de comprendre idéalement de quelle façon ils consomment le contenu. Est-ce qu'ils vont le consommer de manière visuelle, hein, en termes d'image, en termes de vidéo? Est-ce qu'ils vont le consommer plutôt sous forme de texte? Cindy nous disait qu'un contenu SEO friendly, c'est un contenu long. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours le cas. Sur la longueur du contenu détermine pas forcément la qualité du contenu. Après qu'il y ait des mots-clés dedans, oui, c'est exact qu'il faut trouver les mots-clés qui sont ceux que les utilisateurs vont entrer pour trouver la réponse à leur requête. Mais surtout, c'est de s'efforcer d'apporter la meilleure réponse possible par rapport à ce que recherche votre utilisateur. C'est toujours ça le focus. Le focus, il est sur l'utilisateur. Donc en fait, la bonne façon de faire du SEO, en résumé, c'est de commencer par ne pas en faire. C'est-à-dire de ne pas s'obséder dans un premier temps sur les questions techniques ou les questions purement SEO, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la façon dont Google valorise les contenus, c'est essentiellement à travers l'expertise. C'est le fameux EAT de Google, expertise, autorité et trustworthiness, qui se traduit pas très bien en français. C'est un peu la crédibilité, la confiance qu'on accorde à votre site ou à votre contenu. La première chose à faire, c'est donc de créer du contenu expert, c'est-à-dire de démontrer à travers votre contenu que vous êtes un expert de votre sujet, de la problématique que vous traitez. Donc la première chose à faire, c'est pas de se dire ah, je vais fourrer tous ces mots-clés-là dans le contenu et Google sera content, alléluia, et basta, je m'en lave les mains. Non, c'est de trouver comment vous allez répondre à ce que aux interrogations que se posent vos clients cibles. Si on veut maintenant aller plus loin, on a du contenu qu'on travaille, qui est utile pour attirer ses clients cibles parce qu'il répond à leurs questions. Si on veut que ce contenu maintenant convertisse, c'est la deuxième strate un petit peu pour créer un contenu de qualité. Parce que moi, j'ai tendance à estimer qu'un contenu de qualité devrait générer du trafic et ensuite convertir. Si on ne convertit pas, je ne vois pas pourquoi on fait du contenu. Vous allez me dire oui pour des questions de notoriété, mais enfin à terme, lorsque vous créez du contenu, vous avez quand même l'intention de vendre une offre à quelqu'un, hein.
quand vous créez du contenu dans un contexte marketing, en tout cas, évidemment. Après, si vous écrivez un blog personnel, c'est autre chose. Donc les ingrédients de la conversion. On est de retour sur la recette. Donc une cuillère de storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Quand je dis raconter des histoires, c'est pas raconter des cracks, hein, c'est raconter une histoire au sens noble du terme. Moi, j'ai 3 enfants, tous les soirs, je leur lis des histoires ou je leur raconte des histoires. Ils adorent ça. Et je veux pas croire que quand on soit adulte, on n'ait plus envie d'entendre des histoires. Sinon, personne ne regarderait des séries à la télévision. Or, les sériphiles sont légion. Donc, tout le monde a envie encore d'entendre des histoires. Quels sont les ingrédients d'une bonne histoire? Alors, la plupart du temps, c'est une quête. Donc, pour votre client cible, la quête, c'est d'arriver à faire quelque chose grâce à votre contenu qu'il n'arrivait pas à faire avant de l'avoir lu, entendu, visionné, ou quoi que ce soit selon la façon dont il le consomme. Dans toute quête, parce que sinon l'histoire s'arrête un peu rapidement, dans toute quête, il y a un méchant ou des obstacles. C'est-à-dire que votre client cible auquel vous adressez votre contenu rencontre des difficultés qui l'empêchent à atteindre son objectif. Par exemple, si vous voulez mettre en place une stratégie de contenu, mais vous rencontrez un certain nombre de difficultés, vous êtes marketeur, il y a beaucoup de choses à faire quand on fait du marketing, vous manquez de temps. Vous n'avez pas forcément de ressources pour créer du contenu. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça, ce sont des obstacles. Donc lorsqu'on va écrire un article sur le sujet, eh ben, on va avoir la quête, les obstacles. Un super-héros, le super-héros, c'est celui par qui la délivrance arrive. Donc normalement, ça tombe assez bien. Le super-héros, c'est vous, c'est votre expertise. L'expertise que vous apportez, elle permet à votre lecteur, à celui qui consulte le contenu, de réaliser sa quête et d'abattre tous les méchants sur son passage. Donc le storytelling, c'est ça. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Après, c'est pas forcément quelque chose d'évident à utiliser dans la pratique, le storytelling. Parce que l'art de raconter des histoires, tout le monde n'a pas forcément ça. Mais essayez de penser votre contenu. Dites-vous quand vous créez un contenu, voilà, quelle est la quête, quel est le méchant, quels sont les obstacles, et comment mon expertise permet de répondre à ce contenu. Vous aurez déjà fait un premier pas vers un contenu un petit peu storytellé, qui permettra de tenir en haleine votre auditoire. Une cuillère de copywriting. Donc le copywriting, moi je définis ça comme l'art de la persuasion. C'est l'art déjà de faire en sorte que votre lecteur, quand vous produisez un contenu écrit, ait envie de lire le contenu jusqu'au bout. Donc en gros, j'ai envie de dire, lorsque vous écrivez une phrase, elle doit à chaque fois donner envie de lire la suivante pour qu'on lise jusqu'au bout. Pourquoi on veut qu'il lise jusqu'au bout? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que si on veut convertir, il va falloir qu'il reste le plus longtemps possible sur votre page pour qu'il puisse voir le call to action que vous avez intégré et qu'il aille télécharger le fabuleux contenu premium que vous lui proposez en contrepartie de ces informations de contact. Donc là, vous avez évidemment besoin d'utiliser le copywriting. Par exemple, une des méthodes de copywriting, ça peut être d'insister beaucoup sur toute la première partie de votre contenu sur la problématique. Vous tartinez un petit peu sur la problématique. L'idée, c'est qu'ils se disent, votre lecteur, ah oui, oui, c'est vrai, moi, cette difficulté, je la rencontre tous les jours, je me rends compte, c'est pesant, c'est pénible, que c'est dur, donnez-moi la solution, comment on fait pour se délivrer de ça. Donc ensuite, sur la conversion, j'ai dit, une contrepartie qui ne se refuse pas, donc un contenu à forte valeur ajoutée lorsque vous proposez du contenu à des fins de génération de leads. Et puis de l'huile dans les rouages, là ce sont les petits outils de conversion, les call to action et les landing pages que vous allez intégrer entre votre contenu régulier et votre contenu premium. Je me rends compte que je parle beaucoup et ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. J'espère que vous n'avez pas prévu un déjeuner à midi pile ou que vous n'avez pas votre casserole de raviolis sur le feu. On va entrer dans la phase finale et tant attendue de ce webinaire, ma recette. Alors je dis pas que c'est, attention, hein, je dis pas que c'est la recette unique pour créer du contenu de qualité. Il y en a bien d'autres, il y a bien d'autres outils que ceux que j'utilise qu'on peut utiliser, des outils payants, des outils gratuits, mais sur les étapes, j'ai essayé, c'était un bon exercice d'ailleurs, j'ai essayé de me replonger sur la façon dont je travaille pour publier le contenu. Il y a certaines choses que je fais un petit peu de manière, on va dire, spontanée, sans trop me poser la question, parce que
quand on a un petit peu d'expérience, bah, vous savez bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu faites de manière automatique. Et là, bah, c'est un bon exercice parce que pour vous et pour les besoins de ce webinar, vous êtes obligé de m'interroger sur ma pratique. Donc, je vais vous livrer un petit peu bah, ce que j'utilise moi au quotidien pour publier des contenus, que ce soit les contenus que vous retrouvez sur le blog Content pour vous, ou les contenus que je publie pour les clients avec lesquels je travaille. Donc il y a une quinzaine d'étapes. Donc sur certaines, on va passer rapidement parce qu'on a déjà largement évoqué. Hein, c'est les étapes de base. Hein. J'ai beaucoup insisté sur les étapes de base, les deux trois premières, parce que si ça vous le faites pas bien, tout ce que vous ferez derrière ne sert à rien en fait. Si vous n'avez pas travaillé sur vos personas, sur vos clients cibles, sur leurs problématiques, vous pouvez pas faire du bon contenu quoi que vous fassiez après. Si vous n'avez pas mis en place des mécanismes pour trouver des idées de contenu intéressantes et que vous n'avez pas validé le potentiel de ces idées de contenu, là pareil, vous ne pourrez pas produire du bon contenu. Si vous avez une idée de contenu mais vous ne validez pas son potentiel, vous ne savez même pas quel potentiel de recherche il y a derrière, vous ne savez pas quel niveau de concurrence, à quel niveau de concurrence vous êtes confronté sur le contenu que vous publiez, c'est difficile d'être bon. Si vous n'avez pas étudié vos concurrents et ce qu'ils ont déjà produit sur le sujet, comment voulez-vous vous démarquer? Donc sur ces étapes-là, je repasserai très rapidement. Donc je vais les dérouler une par une et puis j'insisterai sur les étapes qu'on n'a pas encore abordées depuis le début de la présentation. Donc, trouver une idée de contenu, je vous ai donné les 9 pistes tout à l'heure. Je pense que vous êtes blindés maintenant pour trouver des idées de contenu. Je suis sûr que demain, vous allez m'écrire, Cédric, j'ai réfléchi toute la nuit, j'ai 48 idées de contenu pour les 3 prochains mois. Donc, voilà. Je passe là-dessus. Valider son potentiel SEO, puisqu'on est dans l'optique aussi de le positionner dans les moteurs de recherche. Donc pour les étapes 2 et 3, valider le potentiel SEO, trouver les mots-clés primaires et secondaires et des idées complémentaires pour donner de la matière à l'article. On peut utiliser différents outils SEO qui sont faits pour ça. Il y a des outils payants, il y a des outils gratuits. Si vous voulez utiliser un outil gratuit, vous pouvez utiliser Ubersuggest, qui est très bien pour ça. C'est un outil que l'influenceur américain Neil Patel a racheté il y a quelques temps et qu'il a redéveloppé vraiment à des fins SEO. Franchement, c'est gratuit, c'est très pratique. Ça fait presque les mêmes choses que ce que font les payants pour moins cher. Parce que, comme disait mon grand-père, gratuit, c'est moins cher. Donc vous pouvez utiliser Ubersuggest, vous pouvez utiliser le SEMrush Keyword Magic Tool. SEMrush, peut-être que vous le connaissez. C'est la grosse machine de guerre hein, pour faire du SEO, un gros outil tout en un SEO. C'est pas donné quand on débute, et franchement, quand vous débutez en SEO, vous n'avez pas besoin de sortir la grosse artillerie avec un outil de ce type-là. Privilégier des outils gratuits pour commencer. Youdá Insight, c'est une alternative française à SEMrush que vous pouvez utiliser aussi pour la recherche de mots-clés. L'idée, c'est de taper le mot-clé que vous avez imaginé être le mot-clé principal de votre contenu et déjà de valider ce mot-clé en vous assurant qu'il y a un potentiel de recherche qui est suffisant et un niveau de concurrence qui n'est pas trop élevé pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Bon, concrètement, voilà, si on utilise Ubersuggest, c'est un outil que moi j'utilise régulièrement. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, avec Ubersuggest, par exemple, là, j'ai rédigé un contenu sur le sujet des logiciels CRM il y a pas longtemps pour un de mes clients. Donc, ce que je veux savoir, c'est sur le mot-clé CRM, quel est le volume de recherche. Donc, je tape sur Ubersuggest le mot-clé en question. Je choisis, parce que je veux me positionner sur les résultats français sur le sujet. Donc, je choisis la langue française et le pays, la France. Et je regarde. Donc, qu'est-ce que me dit Ubersuggest? Ubersuggest me dit le volume de recherche sur le mot-clé CRM, c'est 49 500 recherches mensuelles. Voilà, bah, c'est beaucoup. 49 500, vous imaginez, si vous êtes en première position, vous avez presque 49 500 personnes qui vont venir sur votre site en cliquant sur votre lien. Bon, un peu moins, parce qu'elles ne vont pas forcément toutes venir, mais ça fait quand même un paquet. Il me donne aussi des indications sur ce mot-clé
en SIA, c'est-à-dire le coût par clic, hein, pour les publicités Google Ads. Et il me donne aussi des indications qui sont intéressantes pour le SEO. Ça va être la dernière colonne, la colonne SD, c'est la search difficulty, donc la difficulté de se positionner en SEO sur ce mot-clé, c'est un score sur 100. Donc on voit que sur le mot-clé CRM, il y a 64% de difficulté, donc c'est un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé. Ça veut dire que pour se positionner sur ce sujet, il faut faire un article qui soit en béton armé derrière, qui corresponde pleinement aux intentions de recherche des utilisateurs, et un article très puissant pour aller déboulonner les concurrents qui sont déjà positionnés sur le sujet. Donc là, on peut se dire deux choses. Soit on y va, soit on sait qu'on a la capacité de produire du contenu d'excellente qualité et on produit un contenu sur le sujet. Soit on se dit, ça va être chaud quand même, 64%, on va après regarder qui est positionné, on a des gros concurrents qui sont bien armés, qui ont des sites avec une autorité de domaine importante. Donc peut-être qu'on va se dire, c'est compliqué d'aller se positionner sur ça. Donc peut-être que dans ce cas-là, on va pouvoir shifter vers un mot-clé un peu moins concurrentiel, par exemple avoir envie de se positionner sur un mot-clé comme projet CRM. Je ne l'ai pas mis ici, c'est ce que j'ai fait concrètement sur cet article-là. J'ai dit à mon client, on va plutôt aller se positionner sur projet CRM, parce que l'idée de se positionner sur projet CRM, bah, quelqu'un qui va taper projet CRM, bah, c'est quelqu'un qui a un projet déjà. Donc il y a plus de chances finalement derrière de pouvoir l'amener vers votre solution. Alors que quelqu'un qui tape juste CRM, bah, il peut chercher CRM pour différentes autres raisons que simplement le fait d'avoir un projet en cours sur le sujet. Et donc le mot-clé est un petit peu moins recherché, certes, donc potentiellement moins de visites, mais surtout vous avez un niveau de concurrence qui est un petit peu plus faible et il sera beaucoup plus facile d'aller vous positionner sur la première page Google, sur les premiers résultats avec un mot-clé comme celui-là. Il ne faut pas toujours chercher le mot-clé le plus évident, c'est le principe un peu de la longue traîne. En SEO, je vais pas vous faire un cours sur la longue traîne, on n'a pas le temps. Dans le cadre de ce webinaire, il faudrait y revenir. Mais la longue traîne, c'est d'aller chercher effectivement des expressions qui sont un petit peu moins recherchées, enfin qui sont moins recherchées, qui ont un volume de recherche plus faible, mais qui, mises bout à bout, vont générer un nombre important de requêtes, et puis surtout sur lesquelles vous aurez un niveau de concurrence moindre, sur lesquelles vous pourrez vous aligner. Parce que si vous avez un concurrent qui fait du contenu depuis 10 ans, qui est très bien positionné sur votre domaine, et que vous commencez seulement, si lui c'est une énorme boîte avec des équipes de contenu dédiés qui sont 10 à produire du contenu chaque jour et qui font 5 contenus par semaine, vous n'allez pas, avec votre petit article tous les 15 jours en débutant, aller pouvoir vous positionner rapidement. Ça va prendre un temps fou pour aller vous positionner sur le sujet. Donc on va utiliser des mots-clés qui sont des mots-clés longue traîne pour aller se positionner là. Ensuite, ce qu'on va faire, hein, une fois qu'on a un petit peu débroussaillé le terrain de cette façon-là, on va lister les intentions de recherche des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va, à partir des premiers mots-clés, des mots-clés initiaux que vous aurez définis, on va chercher d'autres questions complémentaires que se posent les internautes pour étoffer le contenu. Alors pour ça, il y a une solution qui est très basique. Vous faites une recherche sur Google et vous regardez ce que vous avez dans les autres questions posées. Ça peut déjà vous amener quelques éléments complémentaires pour nourrir votre réflexion sur votre contenu. Après, il y a des outils qui font ça automatiquement. Il y a Answer the Public qui fait ça, qui présente ça un petit peu sous forme de mind map. À partir d'un mot-clé, bah, il va vous donner différents dérivatifs. Par exemple, si on utilise le mot-clé projet CRM, bah, il va vous donner pourquoi faire un projet CRM, le profil du chef de projet CRM, quelles sont les étapes d'un projet CRM, etc. Des choses comme ça. Donc ça peut être des éléments qui vont nourrir le plan détaillé de votre contenu. Un outil que j'ai découvert très récemment et que j'utilise depuis que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, qui est très intéressant, ça s'appelle Also Asked. C'est créé, c'est en tout cas ce qu'ils nous disent sur leur présentation, créé par les marketeurs pour les marketeurs. C'est un peu la même idée que Answer the Public, sauf que là, ils se sont directement basés sur les questions posées sur Google. Ils ont scrappé un petit peu les résultats Google et ils se basent sur les questions. Ça, si vous voulez, c'est la même chose que les questions aussi posées sur Google, sauf qu'ils ont industrialisé ça. Donc là, vous voyez,
sous forme d'une mind map, là aussi, vous tapez le mot-clé de départ, un projet CRM, c'est ce qui est tout à gauche, et vous avez listé un certain nombre de sujets annexes. Donc ça peut servir de deux façons. Ça peut servir quand vous construisez votre calendrier éditorial. Vous allez dire, je vais utiliser chacun de ces points complémentaires pour faire un sujet d'article particulier. Ou ça peut servir, lorsque vous avez besoin sur un sujet concurrentiel, de faire un gros article que vous avez envie de bien positionner, qui est un peu un article plié sur le sujet, où vous allez pouvoir avoir envie de traiter tous ces points dans le même contenu. En tout cas, c'est vraiment très intéressant à utiliser, je vous le conseille. L'outil est encore en phase initiale et devrait être amélioré dans les prochains temps, mais c'est vraiment un super outil, très pratique lorsque vous créez un article pour faire vos plans détaillés. Vous allez ensuite, cinquième étape, faire un benchmark concurrentiel. Je vous l'ai dit, on ne peut pas faire un bon article sans savoir ce que font les articles concurrents qui sont positionnés sur les mots-clés que vous cherchez à cibler. Donc l'objectif, là, c'est d'identifier les éléments pour bien se positionner et aussi de détecter des angles morts, parce qu'il ne s'agit pas de faire un article en recensant tout ce qu'ont déjà dit vos concurrents. L'idée, c'est là votre talent de marketeur, c'est d'aller aussi chercher des angles morts, c'est-à-dire des choses que vous avez identifiées parmi les problématiques de vos prospects, de vos clients, mais des choses qui sont pas ou peu traitées par vos concurrents. Parce que c'est là l'avantage concurrentiel que vous allez donner à votre article, la valeur ajoutée que vous donnez à votre contenu. Pour cette étape-là, j'utilise un outil qui s'appelle, je ne sais pas le prononcer, faudrait que je demande à la personne qui l'a créé. Je ne sais pas si on dit through. Enfin, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il a un nom à coucher dehors, mais il est très pratique. Donc, comment ça fonctionne cet outil? Ça sert à scraper la SERP. Alors, je parle chinois, hein. Scraper la SERP, ça veut dire qu'il va rechercher les informations contenues sur les pages qui sont situées en première page Google sur le mot-clé que vous avez donné. Donc, vous nourrissez through avec un mot-clé, celui sur lequel vous voulez vous positionner. Il vous donne les résultats de recherche, c'est la colonne de gauche. Là, sur le projet CRM, voilà, les résultats, vous les avez à gauche. Et lorsque vous cliquez sur un résultat, vous avez dans la colonne de droite les informations sur cet article en question. Ça vous donne le nombre de mots, ça vous donne la métadescription de l'article et ça vous donne tous les titres de l'article, c'est-à-dire toute la structure, tout le plan détaillé finalement de l'article, parce que vous avez le titre 1, le titre principal, et le titre 2, les H2, H3, c'est-à-dire tous les titres de paragraphes qui figurent dans l'article. Donc ça, c'est très très utile, parce que pour faire votre plan détaillé, et ben là, vous pouvez rechercher dans les 3 ou 4 premiers articles ce qui revient forcément, ça, vous pouvez pas faire l'impasse dessus, parce que ça veut dire que vos concurrents l'ont fortement mis en avant, et donc ça correspond aussi, et vous devriez l'avoir normalement identifié, ça devrait être une confirmation pour vous, ça correspond aussi à des indications des clients cibles, mais vous pouvez aussi en filigrane trouver ce qui ne figure pas dans les articles bien positionnés, et ajouter votre valeur ajoutée dans le plan de l'article. Donc le plan d'article, c'est donc l'étape 6. Maintenant que vous avez toutes ces informations, vous êtes quand même pas mal blindé pour créer le plan détaillé de l'article. Donc de deux choses l'une, soit vous créez un plan détaillé pour un article que vous allez rédiger vous-même, soit tous ces éléments qu'on a identifiés là, ils servent à créer un brief d'article que vous allez fournir au rédacteur, soit la personne qui rédige en interne, si c'est pas vous-même, soit un rédacteur de contenu externalisé qui va faire le contenu pour vous. Mais en tout cas, le travail sur cette matière-là, sur ces premières étapes, il est fondamental, c'est ça qui conditionne la réussite de l'article. Alors, vous pouvez le faire vous-même, ou vous pouvez dire à votre rédacteur, à votre content marketer externalisé, si vous externalisez, démerde-toi avec tout ça, et toute cette étape-là, je ne veux pas en entendre parler, tu t'en occupes. Bon, après, quand le rédacteur le fait, c'est plus cher. Que bon, ça prend quand même un petit peu de temps, et ça demande pas mal de travail quand on veut bien le faire. Alors, on va passer maintenant, une fois qu'on a un plan détaillé, à la rédaction proprement dite de l'article. Donc là, c'est pas une méthode universelle, c'est encore une fois la méthode que j'utilise moi, libre à vous de l'adapter. Je vous conseille de rédiger d'abord les paragraphes, c'est-à-dire le cœur de l'article, hein. Commencez par les paragraphes. Puis vous rédigez la conclusion,
La conclusion, c'est la suite logique de votre article, et idéalement, elle doit inviter le lecteur à passer à l'action. Et puis, vous gardez l'introduction pour la fin. Ça peut sembler contre-intuitif de faire l'introduction à la fin, même si il me semble, ça fait longtemps que j'étais pas au lycée, mais je crois que nos profs de philo de lycée nous disaient toujours de rédiger la conclusion et l'introduction en dernier. On se foutait de leur gueule parce qu'on était des gamins dissipés, mais ils avaient raison. Pourquoi en contenu je vous demande de rédiger l'introduction à la fin? Parce que quand il arrive sur votre page, l'internaute, il n'est pas déjà conquis à 100% par votre contenu dans la plupart du temps. Et bien là, il arrive un peu sur ses petits souliers et il prend quelques secondes pour se dire est-ce que ce contenu va vraiment m'intéresser? Est-ce que ça vaut le coup que je me tape les 3000 mots qu'il a écrit, le gars là, pour rechercher l'information pour trouver l'information que je cherche. Bon, déjà, en général, il lit pas les 3000 mots, il lit en diagonale. Mais l'introduction, elle doit quand même lui donner envie d'aller plus loin. Il doit pouvoir se dire, à l'issue de cette introduction, ah oui, là, effectivement, à la vue de cette intro, je me dis qu'il y a matière à trouver ce que je cherche dans l'article. Donc, faites quelque chose de bien, soignez bien votre introduction, comme disait ce fameux prof de philo, euh, c'est votre occasion de faire une première bonne impression et de donner envie à la personne de vous suivre. N'oubliez pas donc le storytelling et le copywriting qu'on a évoqué tout à l'heure, ils interviennent à cette étape-là dans la rédaction, la quête, les méchants, tout ça. Le storytelling, je vous en ai mis un exemple un peu ici. J'ai rédigé pour un de mes clients, Steeple, un article sur comment préparer. Donc Steeple, c'est une solution de communication interne pour les entreprises. Donc évidemment, la communication interne, c'est un gros sujet en période de Covid-19 et de confinement. Comment garder le lien avec ses salariés, etc. Et là, on a rédigé un contenu avec eux qui porte sur comment se préparer à l'après-crise. Et donc, en termes de storytelling, pour rendre le contenu plus vivant, vous verrez dans cet exemple-là, je fais parler des personnages qui sont des collaborateurs de l'entreprise. Vous voyez, justement, donc là, on s'adresse aux responsables communication dans les entreprises. Et on leur dit, justement, rendons-nous dans votre salle de pause. Qu'est-ce qui s'y passe dans votre salle de pause en mai ou juin 2020, après le déconfinement? Donc Nathalie et José, deux salariés de l'entreprise, sirotent leur expresso en se racontant leurs histoires de confinement. Mais là, on se rend compte qu'au détour de la conversation, eh bien, il y a des inquiétudes, etc. Vous voyez, en racontant une histoire, en faisant intervenir des personnages, vous impliquez davantage votre lecteur. Et là, on est aussi en matière de copywriting, dans ce que je vous disais tout à l'heure. On insiste sur le problème, on voit comment le problème au quotidien peut se poser dans l'entreprise. On a des gens donc, qui se posent des questions, des salariés qui se posent des questions sur comment ça va se passer, qui sont soucieux, inquiets. Et derrière, on va pouvoir, dans la suite de l'article, eh bien développer pour le responsable communication interne ou pour le manager, eh bien, un certain nombre de pistes sur comment travailler, comment préparer l'après-crise, comment communiquer auprès de ses salariés sur cette après-crise. Donc c'est une façon là de conserver votre lecteur en alerte sur votre contenu, sur votre article. Une fois qu'on a rédigé le contenu, il y a quelque chose qui est très important pour Google, puisque maintenant Google fait de l'analyse sémantique des textes. Alors l'analyse sémantique des textes, c'est quoi? Pour bien comprendre de quoi vous parlez, Google va s'assurer qu'un certain nombre de termes, d'expressions figurent dans votre texte, expressions liées évidemment au sujet que vous traitez. Normalement, si vous avez bien travaillé sur votre plan, c'est le cas. Vous avez utilisé un certain nombre des mots, du vocabulaire liés à la thématique que vous traitez. Mais il est préférable tout de même de vérifier ça avec un outil dédié. Alors j'utilise one.fr. Alors contrairement aux autres que je vous ai présentés, cet outil-là n'est pas gratuit, mais il est quand même très utile. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous entrez le mot-clé. Par exemple, là, j'avais voulu vérifier si j'étais bien positionné, enfin, bien optimisé sur la requête réussir son projet CRM. Donc, j'entre réussir son projet CRM dans one.fr. Je rentre mon texte. Je fais un copier-coller de mon texte. Je vais le faire aussi pour une page existante en entrant l'URL de la page. One.fr, l'outil, me donne un score d'optimisation. Donc là, vous voyez, sur cet outil,
pardon, sur cet article en question, sur le mot-clé réussir son projet CRM, j'ai un score d'optimisation sémantique de 100%. Donc je peux guère faire mieux. Si j'avais eu un score qui était moins important, vous avez en dessous des suggestions, vous pourriez écrire dans votre texte. Donc vous avez les mots-clés, les expressions qui sont grisées, ce sont des mots qui figurent déjà dans le texte, et celles qui ne le sont pas, ce sont des mots que vous pouvez rajouter pour améliorer votre niveau d'optimisation. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant parce que plus vous avez un niveau d'optimisation qui flirte avec les 100%, ou en tout cas à minima de 80%, plus vous êtes dans les clous pour aller bien vous positionner sur les moteurs de recherche. Vous allez voir, hein, si vous n'utilisez pas cet outil et que vous commencez à l'utiliser, vous allez monter très rapidement dans les positions Google, dans votre suivi de position. Alors, j'ai déjà bien débordé sur l'horaire, hein, évidemment, je suis trop bavard comme d'habitude. On en est presque à la fin. Il y avait pas 15 étapes, il y en avait 14, donc on va déjà gagner une minute. Une fois que vous avez fait tout ça, donc votre texte est au top. Hein, là, je parle beaucoup de texte hein, parce que c'est ce que je maîtrise et ce qu'on utilise le plus couramment, je pense aussi dans les entreprises, hein, surtout dans un premier temps lorsqu'on commence le contenu. Ajouter des images et rédiger des balises alt-images, évidemment, parce qu'on peut vous rechercher sur Google aussi autrement que à travers les résultats de texte. On peut faire une recherche aussi sur les images. Donc vous avez la possibilité de vous positionner sur ce canal-là. Donc il faut ajouter des images qui correspondent à la thématique que vous traitez, et puis rédiger les balises alt-images. Sont les petites balises qui disent un petit peu ce qu'il y a dans ce qu'il y a sur l'image et qui servent par exemple en accessibilité pour les personnes non-voyantes. Elles ont des outils qui leur permettent de lire le texte alt-image pour savoir que là il y a une image et qu'il y a ça sur cette image. Et dans ces balises, il faut intégrer les mots-clés aussi vous ciblés. Rédiger la métadescription. La métadescription, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense quelquefois, c'est pas un outil à proprement parler SEO. Une bonne métadescription n'améliore pas votre positionnement dans les moteurs de recherche. Par contre, c'est très utile. C'est utile à quoi? C'est utile à augmenter votre taux de clic lorsque vous êtes en concurrence avec d'autres contenus sur la page de recherche. Parce que si la métadescription est optimisée et donne envie d'aller cliquer sur le contenu, eh ben vous allez augmenter votre taux de clic. Donc il faut rédiger une métadescription qui répond à l'intention de recherche de l'utilisateur, encore une fois. Vous allez ensuite intégrer l'article dans votre CMS, donc l'outil de gestion de contenu. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez les uns les autres, WordPress peut-être, le CMS HubSpot certainement pour certains ou certaines. Si vous faites du e-commerce, peut-être des choses comme Magento ou des choses comme ça. Donc vous intégrez l'article dans votre CMS. Sur certains CMS, vous avez des outils d'optimisation SEO, hein, sur WordPress. Le plus connu, c'est Yoast. Alors moi, j'utilise plus Yoast, j'utilise Rank Math pour faire à peu près la même chose. Donc ce genre d'outil, ça vous donne aussi un certain nombre d'indications pour savoir si votre texte est dans les clous en termes d'optimisation SEO. Donc ne les négligez pas. Et ensuite, j'ai un peu débordé. On n'est plus à proprement parler dans le comment rédiger un texte de qualité. On est sur le comment obtenir le maximum de résultats de votre article. Donc l'étape 12, elle méritera un webinaire aussi à elle toute seule, c'est la diffusion. Si vous publiez un contenu, aussi excellent soit-il, mais que vous le faites savoir à personne que vous l'avez publié, ça ne sert absolument à rien. Alors peut-être qu'au bout d'un certain nombre de mois, si votre contenu est bon et si les comètes sont alignées, vous allez quand même monter en SEO. Mais si vous voulez monter plus vite, alors, il faut déjà que le contenu génère du trafic. Donc lorsque vous avez publié un contenu, eh bien partagez-le sur les médias sociaux. Partagez-le non seulement sur le compte de l'entreprise, mais idéalement sur le compte des collaborateurs, équipes marketing, commerciaux, enfin toutes les équipes qui peuvent être en contact avec des prospects, des clients pour lesquels le contenu peut avoir un intérêt. Partagez-le par emailing, vous avez toutes et tous des bases de données email de vos prospects, de vos clients, qui peuvent être intéressés à la lecture d'un nouveau contenu. Ces bases, idéalement, là aussi, hein, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à soi tout seul, mais elles doivent être segmentées pour vous assurer que vous envoyez le bon contenu à la bonne personne. Faites aussi du netlinking, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour faire monter vos contenus dans les résultats de recherche.
c'est l'obtention de liens entrants. À bientôt, Victoria, si tu dois nous quitter. Bonne journée à toi. J'en ai juste encore pour 3 minutes pour les autres qui n'en peuvent plus, peut-être. Donc la diffusion, donc le netlinking, je disais, c'est important car obtenir des liens entrants vous permet de faire monter votre référencement. Parce que comme je l'ai dit, Google valorise l'expertise, mais aussi l'autorité et la crédibilité. Et vous gagnez en autorité et en crédibilité quand il y a des sites qui eux-mêmes font autorité et qui sont considérés comme des sites crédibles, qui insèrent dans leur propre contenu des liens vers le vôtre. Par exemple, si vous avez mis des liens sortants sur votre article, eh bien contactez toutes les entreprises, les influenceurs, les blogueurs concernés, ceux vers lesquels vous avez linké votre contenu, et dites-leur, voilà, j'ai publié un nouveau contenu, lors de ma phase de recherche, j'ai consulté le contenu que tu avais publié il y a quelques temps, ça m'a beaucoup aidé, voilà, donc je te partage mon contenu, n'hésite pas à le partager à à tes abonnés, à tes followers, si tu le trouves pertinent. Si vous avez cité un outil, par exemple, on pourrait très bien imaginer que si ce webinaire avait été décliné sous forme d'article, ce qui n'est d'ailleurs pas exclu, que le recyclage de contenu, c'est aussi une pratique courante pour ne pas avoir à faire plusieurs fois le même travail et pouvoir s'adresser à des gens qui consomment le contenu de manière différente. Peut-être des gens pourraient avoir envie de consommer le contenu d'aujourd'hui sous forme d'article. Et donc, si je publiais ça sous forme d'article, eh bien, j'aurais des liens vers les outils que j'ai cités, vers one.fr, vers Through, vers AlsoAsk, etc. Eh bien, je pourrais à ce moment-là contacter les responsables de ces outils et leur dire je vais citer ton outil dans mon article, n'hésite pas à partager l'article, comme ça, eux partagent l'article à leur communauté et vous gagnez du trafic sur votre article. L'étape 13, hein, suivez vos performances toujours. Il ne s'agit pas d'avoir créé un article et de le laisser après dans un coin. Non seulement au niveau du partage, vous devez le partager régulièrement, pas seulement dans les 3 jours qui suivent la publication. Vous devez reproposer tous les mois, tous les 2 mois le contenu à vos abonnés sur les réseaux sociaux avec une accroche différente, etc. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui j'ai 1000 abonnés sur LinkedIn, peut-être que j'en aurai 1300 dans 3 mois et que les 300 derniers, ils n'ont même pas vu passer l'article. Et sur les 1000 que vous aviez, ils l'ont pas tous vu non plus dans leur fil. Donc vous avez la possibilité de toucher d'autres personnes. Et suivre les performances aussi, pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avec la Google Search Console par exemple, eh bien vous pouvez savoir quelles sont les requêtes qu'utilisent les internautes pour arriver sur votre article. Or, ces requêtes, ça vous permet par exemple de modifier votre article, d'ajouter un paragraphe supplémentaire si vous vous rendez compte qu'il y a une requête qui est souvent faite et à laquelle l'article ne répond pas de manière extrêmement satisfaisante. Donc ça vous permet d'améliorer votre article au fil du temps. Et donc vous l'améliorez, et là, nouveau cercle vertueux, vous le repartagez, etc. Blablabla, blablabla, tout ce que j'ai dit avant. En tout cas, vous gagnez de nouveau terrain, de la visibilité, du trafic et éventuellement des conversions avec un article qui était déjà existant. C'est souvent très pertinent de reproposer un, un article. Si vous l'améliorez, ça peut vous faire gagner des places dans les résultats de recherche. Donc si vous avez des articles qui sont déjà bien classés, mais pas super bien classés, genre par exemple ils sont à la limite entre la 2e page et la 1re page Google, vous avez envie de les passer en première page, misez-la un peu, les passer en première page. Vous êtes 4e et vous savez que les 3 premiers résultats font 75% des clics, c'est quand même super frustrant. Donc là, vous reprenez l'article, vous essayez de trouver un angle d'attaque un peu différent, un paragraphe à rajouter, quelque chose qui est pertinent et recherché par les utilisateurs, et vous essayez de damer le pion aux articles qui sont dans les 3 premiers pour améliorer votre position et gagner des clics. Donc le point 14, j'étais en train de le dire, hein, c'est mettez à jour vos contenus régulièrement dans la mise à jour des contenus. Il y a plusieurs choses à faire. Il ne s'agit pas de publier un contenu puis après de dire voilà, on le laisse moisir dans un coin. Il y a des contenus qui fonctionnent pas, c'est raté, vous êtes passé à côté, vous avez raté votre coup, ça marche pas. Si vous pensez qu'il n'y a aucune chance qu'il marche, supprimez-les de votre site. Si vous pensez qu'ils peuvent marcher, si vous avez des éléments avec les datas que vous avez qui peuvent vous inciter à croire que ce contenu peut fonctionner si vous l'optimisez, optimisez-le.
Et si vous avez du contenu qui est très très bon et qui marche très bien, pensez quand même à le garder à jour avec une information nouvelle. Par exemple, sur un contenu comme celui d'aujourd'hui, peut-être que dans un an ou deux, si je proposais un webinar autour du même sujet, eh bien, les outils que j'utiliserai ne seront plus les mêmes, parce que de nouveaux outils auront fait leur apparition, qui seront peut-être plus pertinents, plus performants que ceux que j'utilise aujourd'hui. Peut-être que aussi les attentes de Google auront changé, le fonctionnement de l'algorithme sera un petit peu différent, on aura des informations sur d'autres attentes de Google. Donc on aura changé la façon de faire un contenu de qualité. Et donc je conclurai par cela. La façon de faire un contenu de qualité aujourd'hui et la recette que je vous ai donnée, elle est valable aujourd'hui, mais c'est aussi à vous d'être en veille sur ce que recherchent vos utilisateurs. Ils peuvent avoir une façon de consommer le contenu aujourd'hui et une façon de consommer le contenu qui sera différente dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Par exemple, aujourd'hui, un exemple simple en fonction des circonstances, on consomme peut-être pas le contenu sur les réseaux sociaux, enfin on consomme assurément pas le contenu sur les réseaux sociaux de la même façon que d'habitude, puisqu'on est en confinement, on est chez soi, on va être sur les réseaux sociaux à d'autres moments de la journée que ceux sur lesquels, que les créneaux de consultation qu'on peut avoir d'habitude. Donc on va changer un petit peu ses horaires de publication. On consomme les contenus différemment aussi en ce moment, on sera peut-être plus enclin à lire un contenu long, parce qu'on a davantage le temps que d'habitude quand on est dans le rush. Donc c'est peut-être le moment pour créer des contenus un petit peu plus longs, qui vont bien se positionner sur les moteurs de recherche, davantage que d'habitude. Ou d'habitude, on abordera peut-être le contenu avec un mix de contenu long, très utile pour le positionnement, et un mix de contenu beaucoup plus court, à consommer en mode snacking, en même temps que les friandises qui sont sur la table, en quelques minutes pour choper quelques insights clés sur le sujet, parce qu'on n'a pas le temps, tout autant que vous êtes, et tous autant que vous êtes, on n'a pas forcément une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour à consacrer à lire des articles sur le sujet qui nous intéresse. Donc pensez bien à ça et à faire évoluer vos pratiques en fonction de ça aussi. Alors voilà pour cette présentation d'aujourd'hui. La prochaine fois, mon objectif sera d'apprendre à utiliser de manière plus effective le temps qui m'est imparti. J'avais prévu 1 heure, on a fait 1 heure et demie. J'espère que vous avez survécu. N'hésitez pas à lever le bras ou à vous manifester dans la section chat du bas pour me confirmer. Alors je vois vos têtes ou vos icônes qui sont encore là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, j'y répondrai avec plaisir. Euh, ou à me dire autre chose, que des questions. Vous pouvez me dire aussi, vous pouvez me dire que c'était super, hein, que c'était passionnant, ou alors que c'était vraiment très chiant et que ma coiffure de confinement laisse à désirer, je sais pas. Moi, ce que vous voulez. Bon, ça va. Ça ne dit rien sur ma coiffure de confinement. Tout va bien. Bon, David, je te ferai la moitié par téléphone, si tu veux. Bon, merci à toutes et tous. Je vous partagerai de toute façon si GoBrunch a bien voulu, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Si comment dire? Voilà, je commence à fatiguer hein, au bout d'1 heure et demie de parole. Si GoBrunch a bien voulu enregistrer correctement le webinar, je vous partagerai le replay sur vos adresses email. Si GoBrunch n'a pas voulu être de la partie, je vous partagerai de toute façon le document de présentation. Je vous y donnerai accès. Et puis je vous inviterai eh bien les uns et les autres à donner vos envies, vos suggestions pour un éventuel prochain webinar le mois prochain. Et puis peut-être, je l'avais abordé avec certaines d'entre vous, peut-être pour des séances de coaching en petit comité.